Aujourd'hui, on va s'intéresser à Logbit. Pendant des années, ce simple nom a semé la terreur auprès d'entreprises, d'hôpitaux et même de gouvernements partout dans le monde. C'est l'histoire de l'ascension et de la chute spectaculaire de ce qui était sans doute le groupe de cybercriminels le plus puissant de la planète. La vraie question, c'est celle-là. Comment une simple organisation de pirates informatiques a pu mettre sur pied une opération d'une telle ampleur, au point de mettre à genoux des services absolument essentiels, avec des conséquences très concrètes pour des milliers de gens? Pour bien comprendre, voilà le programme. D'abord, on va prendre la mesure de la menace Logbit. Ensuite, on va décortiquer leur modèle économique, vous allez voir, c'est fascinant. Puis, on s'intéressera à la riposte policière, l'opération Chronos. Et enfin, on verra les conséquences de tout ça et ce que ça signifie pour l'avenir. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce que Logbit au juste et pourquoi ce groupe était-il si redoutable, si différent des autres? Leur spécialité, leur fonds de commerce, c'était le rançongiciel. Le principe est d'une simplicité diabolique. Un pirate s'infiltre dans un réseau informatique, il vole les données les plus précieuses et puis il bloque tout en chiffrant les fichiers. Pour espérer récupérer l'accès, la victime n'a pas le choix, elle doit payer une rançon. Et ça, ce n'était pas que des attaques virtuelles. L'impact était très très concret. On se souvient bien de l'attaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes en France, qui a forcé le transfert de patients, c'était le chaos. Ou encore la poste britannique, la Royal Mail, qui a été paralysée, Logbit frappait partout, sans aucune pitié. Pour qu'on se rende bien compte de leur poids dans le milieu, ce chiffre est assez parlant. Avant leur démantèlement, Logbit était derrière un quart de toutes les attaques par rançongiciel recensées dans le monde. Ce n'était plus un simple gang, c'était devenu une véritable industrie du crime. Mais alors comment sont-ils arrivés à un tel niveau de domination? Eh bien la clé c'est leur organisation. Logbit, il faut bien le comprendre, fonctionnait moins comme un groupe de hackers que comme une vraie start-up de la tech, avec un véritable business model. Leur idée de génie, si on peut dire, c'est le ransomware as a service. Pour faire simple, il faut imaginer une franchise, un peu comme McDonald's. Le cerveau de Logbit développait tous les outils, le logiciel d'attaque, le site pour faire chanter les victimes, bref, toute l'infrastructure technique, et ensuite il mettait ce kit clé en main à la disposition d'autres criminels. Et le mode opératoire, c'était une recette bien huilée qui fonctionnait à chaque fois. Étape 1, l'affilié s'infiltrait dans le réseau. Étape 2, il copiait toutes les données sensibles. Étape 3, il déclenchait le chiffrement pour tout paralyser. Et enfin, étape 4, la demande de rançon tombait, avec en plus la menace de publier toutes les données volées sur Internet. Et bien sûr, ce système a attiré énormément de monde. L'enquête a permis d'identifier pas moins de 193 affiliés, c'est-à-dire 193 criminels ou groupes de criminels qui utilisaient la marque et les outils Logbit pour mener leurs propres attaques. Une sorte d'armée du crime complètement décentralisée. Et ce qui rendait l'offre aussi attractive, c'était le partage des gains. C'était très clair, le grand patron de Logbit prélevait sa commission, entre 20 et 30%, mais la plus grosse part du gâteau, entre 70 et 80%, elle revenait à l'affilié qui avait mené l'attaque. Un modèle économique redoutable qui a évidemment alimenté une croissance explosive. Pendant des années, ce système a semblé absolument infaillible, mais cette domination a fini par provoquer une riposte d'une ampleur totalement inédite. C'est le grand tournant de l'histoire, l'opération Chronos. Face à une menace qui était devenue mondiale, la réponse se devait de l'être aussi. 11 pays sous la coordination d'Europol et avec en tête de file les agences britanniques, américaines et aussi la gendarmerie nationale française ont uni leurs forces. Une coopération policière vraiment massive. Et la stratégie était aussi audacieuse qu'efficace. Ils ont décidé de retourner les armes de Logbit contre lui-même. En clair, les forces de l'ordre ont littéralement hacké l'infrastructure des hackers. Elles ont pris le contrôle de 34 de leurs serveurs en Europe et aux États-Unis et ont aussi gelé 200 portefeuilles de crypto-monnaies. C'est le cœur du réacteur qui a été touché. Mais le coup de grâce n'a pas été que technique. En fouillant les serveurs saisis, les enquêteurs ont fait une découverte capitale. Logbit mentait. Ils mentaient à leurs victimes. Même quand une entreprise payait la rançon, les données volées n'étaient en fait jamais effacées. La promesse était un pur mensonge. Alors, quelles ont été les conséquences de cette opération? Le coup porté n'était pas seulement matériel, loin de là. Il a surtout détruit l'atout le plus précieux de Logbit, sa réputation dans le monde du crime. Cet avant-après est saisissant. Avant l'opération Chronos, Logbit, c'était la franchise numéro 1, une marque de confiance pour les autres cybercriminels. Après l'opération, Logbit est devenu le partenaire infiltré par la police, celui dont la technologie n'est plus sûre et, pire encore, dont les chefs ne tiennent même pas parole avec leurs victimes.
Et la conséquence logique de tout ça, c'est que les affiliés ont fui le navire en déroute. À quoi bon s'associer à une marque complètement grillée qui attire l'attention de toutes les polices du monde? Le nombre d'attaques signées Lockbit s'est tout simplement effondré. L'organisation est à terre. C'est un fait. Mais il manque encore une pièce maîtresse au puzzle. Le cerveau présumé de tout ce réseau, un certain Dimitri Korochev, est toujours en fuite, probablement en Russie. Le FBI offre aujourd'hui 10 millions de dollars pour sa capture. Pour finir, essayons de prendre un peu de recul. L'histoire de Lockbit est assez incroyable, mais au fond, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'état de la cybercriminalité aujourd'hui? Cette phrase du parquet de Paris, elle résume parfaitement tout le défi. Le cybercrime, c'est un écosystème qui s'adapte en permanence. C'est un peu comme une hydre. Quand une tête tombe, une autre repousse presque aussitôt. L'espace laissé vacant est très, très vite occupé. Et c'est peut-être ça le point le plus important à retenir. Lockbit est peut-être hors jeu, mais son invention, le fameux modèle de la franchise du crime, lui, est plus populaire que jamais. On estime qu'une centaine d'autres groupes utilisent aujourd'hui de méthodes similaires et ils sont tous prêts à prendre le relais. La chute de Lockbit est une victoire majeure pour les forces de l'ordre. C'est la preuve que la coopération internationale peut faire tomber des géants. Mais cette victoire laisse une question en suspens. Le modèle économique, lui, est toujours là, intact. Lockbit, au fond, n'était qu'un nom. La vraie question n'est donc pas de savoir si un nouveau leader va émerger, mais plutôt de savoir qui ce sera.